Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de La petite maison dans la prairie. Il s'agit d'un roman de Laura Ingalls Wilder paru en 1935. Le père Charles, la mère Caroline, les trois filles, Marie, Laura et bébé Carrie, ainsi que le chien Jack, quittent leur maison dans les grands bois. Ils s'en vont car selon Charles, ces bois deviennent trop peuplés, ce qui fait fuir le gibier. Ils s'en vont dans un chariot bâché. Ils doivent faire face à plusieurs difficultés. Traverser un lac gelé qui craque après leur passage, ou encore traverser une rivière sur un radeau. En cours de route, Charles échange ses chevaux contre des mustangs plus adaptés pour leur voyage. Laura et Marie les appellent Pet et Patty. Les petites filles sont rapidement lasses de leur voyage. Charles veut traverser une rivière qu'il pense à gué. Cependant, il y a plus de profondeur que prévu. Charles saute dans l'eau pour pouvoir guider les chevaux. La famille parvient à atteindre l'autre berge. Cependant, le chien Jack a disparu. On craint qu'il s'est noyé en voulant suivre ses maîtres, ce qui fend le cœur de Laura. La famille fait une halte et prépare un camp et le souper. La nuit, Laura voit deux lueurs vertes. Elle pense qu'un loup rôde vers eux. Charles veut l'abattre avec son fusil, mais au dernier moment, il se rend compte que c'est Jack qui les a retrouvés. Le lendemain, Charles part à la chasse tandis que Caroline, Laura et Marie font les tâches domestiques. Laura et Marie se promènent aux alentours et elles tentent d'attraper des gaufres. Caroline ignore si la famille se situe dans un territoire indien. Le mari a entendu que les colons blancs allaient bientôt avoir le droit de s'installer en territoire indien. Quand Charles revient de sa chasse, il apporte un lapin et 2 poules de prairie. Il a remarqué que cette région était riche en gibier. Charles chante et il joue du violon. Laura s'endort et elle est persuadée que la musique provient des étoiles. Le lendemain, la famille s'éloigne quelque peu du camp et Charles décide d'y installer sa maison. Charles coupe des rondins de bois et il commence à construire sa maison. Un rondin tombe sur le pied de Caroline. Elle s'en sort avec une entorse. Charles rencontre un voisin qui habite à 3 kilomètres de là et qui s'appelle Monsieur Edwards. Ils vont s'échanger des coups de main. Monsieur Edwards va venir aider Charles à construire sa maison. À deux, le travail avance vite. La famille Ingalls invite Monsieur Edwards à dîner. Quand Charles chante et joue du violon, Monsieur Edwards se met à danser. Le rossignol semble répondre au son du violon. Les membres de la famille commencent à emménager dans leur nouvelle maison, même si elle n'est pas tout à fait finie. Charles bâche le toit. La famille passe leur première nuit dans cette maison. Le père et M. Edwards construisent une écurie. Le lendemain de la mise des chevaux dans cette nouvelle écurie, Pet a un mulet que la famille appelle Bunny. Charles part explorer la prairie. Il tarde, puis il revient au galop avec Patty. Il a rencontré de nombreux loups et il a eu peur que les bêtes soient rentrées chez lui. Au dîner, Charles raconte en détail son histoire. Il dit avoir rencontré plusieurs voisins. C'est sur le chemin du retour qu'il a croisé une meute d'une 50aine de gros loups. Il a d'abord retenu sa jument au pas avant de la laisser filer. Ils ont réussi à semer les loups. La nuit, Laura et son père observent les loups qui font un cercle autour de la maison et qui hurlent. Laura est inquiète de la présence des loups. Cependant, elle parvient à s'endormir car elle est surveillée par son père et par Jack. Charles veut se débarrasser de la courte pointe qui leur sert de porte car elle semble insuffisante en cas d'attaque de loups. Il construit une porte à la maison et à l'écurie. Charles reprend le chariot pour prendre des pierres afin de construire une cheminée. Il amène avec lui Laura et Marie. Il s'arrête près d'une rivière où les filles peuvent se baigner pendant que le père cherche des pierres. Ils reviennent. Charles commence la construction de la cheminée grâce à un mélange de galets et de boue. Il finit la cheminée par du torchis et du bois. Il construit l'âtre. La mère pose sa poupée en porcelaine sur le manteau de la cheminée. Caroline peut y faire cuire de la viande. Charles construit une nouvelle table. Une fois leur tâche terminée, Laura et Marie se promènent dans la nature et elles rencontrent des animaux de la région. Charles fabrique un toit à la maison avec les planches et avec des clous que lui a passé M. Edwards. Il construit le plancher de la maison.
Le père projette d'acheter du verre à la ville d'Indépendance plus tard avec le produit de sa chasse. Charles s'en va à la chasse. Des Indiens arrivent et entrent dans la maison. Laura et Marie décident de ne pas laisser Carrie et leur mère seules avec les Indiens à l'intérieur et elles entrent. Laura voit pour la première fois des Indiens. Ces derniers mangent ce que Caroline a préparé, puis ils s'en vont en emportant le tabac de Charles. Quand Charles arrive, il dit qu'elles ont bien fait de se conduire ainsi et qu'il faut rester en bons termes avec les Indiens. La famille prépare le gibier apporté par Charles. Charles a fait le chaillis. La famille prépare des matelas avec de l'herbe sèche. Charles commence à creuser un puits, mais seul, il n'arrive pas à aller assez profondément. Il va demander de l'aide à M. Scott. Tous deux s'aident d'un treuil pour remonter la terre. Un jour, M. Scott a un malaise au fond du puits à cause d'un gaz. Charles va le chercher et Caroline les remonte à la corde. Charles et M. Scott creusent jusqu'à l'arrivée de l'eau. Des cow-boys et leurs troupeaux de bétail passent près de la maison. Charles accepte de les aider afin que leurs bêtes ne se dispersent pas contre une pièce de bœuf. La famille peut même voir passer les cow-boys et le bétail tout près de la maison. Les cow-boys donnent à Charles une vache et un veau et la pièce de bœuf promise. Quand le père tente de traire la vache, il se prend un coup de pied. Pour la traire, il met l'animal dans une sorte d'enceinte. Carrie boit le lait tandis que les autres membres de la famille dégustent le bœuf. Charles dit que les Indiens ont quitté leur camp. Il propose à Laura et à Marie d'aller le visiter. Ils emmènent Jack avec eux. Le père fait imaginer à ses filles ce qu'il s'est passé dans ce lieu avec les restes et les traces laissées au camp. Ils sont tellement absorbés par le ramassage de perles qu'ils ne rentrent qu'après le crépuscule. Les filles vont enfiler les perles pour faire un collier à Carrie, ce qui ne plaît pas à Laura qui aurait voulu garder les perles pour elle. Laura part avec sa mère cueillir des mûres. Depuis quelque temps, la famille est attaquée par des nuées de moustiques. Quelques jours plus tard, les membres de la famille tombent tous malades. Marie réclame de l'eau, mais le père, en trop mauvais état, ne peut pas aller la chercher. C'est Laura, malade, qui va ramper jusqu'au seau pour lui apporter de l'eau. Laura se rend compte qu'il y a 2 étrangers dans la maison. Il s'agit de Madame Scott et du docteur Tan. Ils sont là pour les soigner. Leur santé s'améliore. On apprend que les pionniers des environs ont eux aussi eu des accès de fièvre et que c'est le chien Jack qui a été à la rencontre du docteur et qui l'a fait venir jusqu'à la maison. Madame Scott pense que la maladie vient des pastèques alors que Charles n'en a jamais mangé. Les membres de la famille se remettent doucement de la maladie. En convalescence, Charles décide de construire un fauteuil pour Caroline. Charles va chercher une pastèque et il la mange. Le résultat est qu'il n'est pas plus malade qu'un autre. Charles va bientôt partir à la ville. Avant cela, il prépare assez de provisions pour le reste de sa famille et il chasse. Les filles aperçoivent des oies sauvages volant en V. Le haut de la cheminée prend feu. Quand un morceau de bois en feu tombe sur le plancher, Laura parvient à tirer ses 2 sœurs en danger assises sur le fauteuil et elle rejette le bois enflammé dans l'âtre. Charles revient avec 4 canards, dont un est servi au dîner. Le lendemain, le père doit se rendre à la ville. Il n'en a pas envie, mais sa femme lui rappelle ce dont elle a besoin, et elle lui rappelle également les prêts que Charles a faits et qu'il doit rendre. Le père est parti pour au moins 4 jours. Monsieur Edwards passe à la maison car Charles lui a demandé de passer chaque jour durant son absence. Le chien défend la maison et la protège contre Monsieur Edwards qui est obligé de monter sur un tas de bois. Le lendemain, Madame Scott arrive et avec Caroline, elle parle des Indiens et de la nécessité pour les Blancs de cultiver cette terre. Caroline, Laura et Marie s'inquiètent de ce que devient Charles, surtout qu'il y a un grand vent dehors. Monsieur Edwards informe Caroline que les Indiens vont vers les berges. Les filles essaient de rester éveillées car elles attendent leur père. Cependant, Laura s'endort et elle tombe du banc. Laura s'endort et quand elle ouvre les yeux, son père est là. Charles raconte ses déboires liés au temps à l'aller et au retour. Charles, en plus de ce qui était prévu, a ramené des carreaux pour mettre aux fenêtres. Les Indiens passent souvent vers la piste qui est près de leur maison. Un grand Indien s'invite chez eux, mange, puis repart. Le lendemain, l'Indien repasse et Jack défend le territoire de ses maîtres. Le père a le temps d'intervenir avant que l'Indien ne tue le chien avec son fusil.
Charles tient à ce que le chien n'attaque pas les Indiens car il veut avoir des relations paisibles avec eux. Suite à cela, le chien est attaché. L'hiver, le père tue certains animaux pour prendre leur fourrure et ensuite pouvoir les échanger à indépendance contre autre chose. Un jour, les Indiens viennent et ils volent les fourrures qui devaient servir à acheter une charrue et des semences. Le soir, après une chanson, le père dit à Laura que les Indiens vont partir vers l'ouest car le gouvernement va les obliger. Il dit que lorsque les Blancs s'installent dans une région, les Indiens doivent partir. Marie et Laura attendent le Père Noël. Elles ont peur qu'il ne puisse pas apporter des cadeaux car la rivière est en crue. À cause de la rivière, M. Edwards ne pourra pas venir non plus. Les jeunes filles sont dépitées, même si elles ne disent rien. Caroline accroche tout de même les bas des filles et elle les envoie se coucher. Le lendemain, M. Edwards arrive à la maison. Il dit qu'il a rencontré le Père Noël à Indépendance. Se disant incapable de traverser la rivière pour donner des cadeaux à Laura et à Marie, le Père Noël les aurait donnés à M. Edwards. Les filles reçoivent une timbale, du sucre d'orge, du gâteau et un sou. M. Edwards apporte aussi des patates douces. Les fillettes sont trop enthousiasmées pour prendre leur déjeuner qui pourtant sort de l'ordinaire. Un cri dans la nuit vient de chez les Scott. Charles décide d'aller voir ce qu'il s'y passe. Les autres membres de la famille entendent un autre cri près de la maison. Quand Charles revient, il leur dit ce qu'il s'est passé. Il dit être allé chez les Scott et n'avoir rien trouvé. Sur le chemin du retour, il a vu un puma dans un arbre et Charles a détalé jusqu'à la maison. Le père veut chasser le puma pour que ses filles ne soient pas attaquées. Il passe plusieurs jours sans le trouver. Finalement, Charles rencontre un Indien qui dit l'avoir tué. Charles va vendre ses fourrures à Indépendance. Le père tarde à revenir. Laura et Marie entendent un bruit étrange. Ce n'est que lorsque le soleil se couche que le père revient. Il dit que le bruit étrange vient de la grande réunion des tribus. Le père apporte de la ville une charrue, des semences, de la nourriture, du tissu et des bandeaux. Charles dit à Caroline que le bruit court que les colons blancs vont bientôt être chassés des terres. Charles est persuadé que cela ne va pas se passer ainsi. Charles commence à cultiver la terre. Les Indiens sont davantage présents. Ils s'invitent de plus en plus chez les Ingalls et ils veulent de la nourriture ou du tabac. Un feu de prairie se déclenche et risque de brûler la maison. Les animaux affolés sortent des fourrés et ils vont se réfugier vers la rivière. Caroline et Charles tentent d'étouffer le feu avec des sacs humides. Ils arrivent à faire en sorte que le feu prenne une autre direction et ne brûle pas la maison. M. Edwards et M. Scott pensent que les Indiens ont mis le feu pour chasser les colons. Le père pense qu'ils ont mis le feu pour mieux voyager et faciliter la repousse de l'herbe. M. Scott dit que si les Indiens sont si nombreux en ce moment, c'est à cause de leur grande chasse de printemps au bison qui va bientôt commencer. Les Indiens sont de plus en plus nombreux et les Ingalls peuvent entendre le bruit qu'ils font de leur maison. Charles prend des précautions. Il rentre ses bêtes et il interdit à ses filles de sortir de la maison. Il prépare des cartouches. M. Scott et M. Edwards veulent la construction d'un camp fortifié. Le père est en désaccord car ce camp ne sera pas construit assez rapidement et il montrera qu'ils ont peur. Laura est terrifiée par le bruit des tambours et les cris des Indiens qui sont en réalité des cris de guerre. Ils effraient toute la famille qui se réveille la nuit et qui, de peur, n'ose se rendormir. Au fil des nuits, le bruit s'intensifie et est plus terrifiant. Charles devine qu'il y a une querelle chez les Indiens qui fait que certains ne vont pas chasser le bison et s'en vont du camp. La tranquillité revient rapidement et la famille peut de nouveau dormir en paix. Charles décide de voir ce qu'il en est sur place. Tous les camps sont désertés, à part celui de la tribu des Osages. Les autres tribus veulent tuer les Blancs qui se sont installés sur leur territoire. Un Osage venu à cheval et qui s'appelle Soldat du Chêne a convaincu les Osages de ne pas tuer les Blancs. Il a dit aux autres tribus que les Osages allaient leur faire la guerre si elles tuaient les Blancs. Ceci explique le tumulte de ces dernières nuits et les différents départs. La famille voit passer l'Osage Soldat du Chêne, puis d'autres Indiens, puis les Indiennes et leurs enfants. Laura voudrait être une Indienne pour pouvoir monter un de leurs poneys. Elle voudrait aussi un de leurs bébés qu'elle a vu. Charles laboure tandis que les femmes plantent les graines. Ils débutent leur potager. M. Scott et M. Edwards viennent apporter des nouvelles au père.
S'ils restent ici, ils vont être délogés par des soldats, car finalement le territoire restera indien. Le père préfère partir avant l'arrivée des soldats. Monsieur Edwards se sépare de la famille et il va descendre la rivière pour aller dans le sud. Charles donne la vache et le veau qu'il ne peut pas emmener à Monsieur Scott. Charles veut partir dès le lendemain et il prépare le chariot. Le lendemain, la famille charge le chariot puis part. En chemin, ils croisent un couple qui s'est fait voler leurs chevaux. Charles leur propose de les emmener à Indépendance, mais le couple ne conçoit pas de quitter son chariot. Les membres de la famille reprennent leur vie sur les routes telles qu'ils l'ont connue au début du roman. Laura s'endort avec la musique et le chant de son père. La petite maison dans la prairie est un cycle essentiellement autobiographique écrit par Laura Ingalls Wilder entre 1932 et 1943. Se composant de 9 tomes, il se base sur l'enfance de l'auteur au sein d'une famille de pionniers américains à la fin du XIXe siècle. Poussée par sa fille Rose à écrire ses mémoires, Laura Ingalls Wilder rédigea ainsi son autobiographie en 1930 et l'intitula Pioneer Girl. Elle ne trouva pas d'éditeur, le récit étant trouvé trop dur. Elle le réécrivit donc en partie et le publia sous le titre de La petite maison dans les grands bois. Le livre rencontra un succès immédiat, ce qui encouragea Laura à écrire la suite de ses aventures et celle de sa famille. Dans ce tome, les Ingalls viennent s'installer sur les terres indiennes. Ils espèrent ainsi choisir la meilleure parcelle de terre avant l'arrivée des autres colons. Ils espèrent aussi que les Indiens se fassent chasser vers l'ouest encore une fois et leur laissent ce territoire. Le territoire paraît vierge alors que, paradoxalement, les Indiens y vivaient. Le roman est semé de clivages entre les Indiens et les colons, le climax se situant à la fin du livre. Le père semble le plus tolérant envers les Indiens, mais au final, il leur a volé leurs terres. La mère les déteste, les enfants en ont peur, les voisins de Charles les détestent également. Plusieurs fois dans le récit, nous avons la phrase « Un bon Indien est un Indien mort ». Plusieurs fois, les personnages disent que les Indiens sont trop nombreux. Au début du roman, Laura, qui n'a jamais vu d'Indien, veut absolument en voir, ce qui provoque l'agacement de sa famille. Lors du passage des Indiens près de la maison, Laura est en admiration devant leur poney qu'elle aimerait bien monter et par un bébé qu'elle aimerait avoir à la maison. En filigrane se trouve le sort qui attend les Indiens, c'est-à-dire d'être parqués. Un des voisins de Charles fait référence à la guerre des Sioux de 1862. La décision finale, qui est de faire partir les colons, semble étrange lorsqu'on connaît la suite de l'histoire des États-Unis. Les chapitres sont construits selon un schéma. Il décrit tout d'abord l'ambiance générale ou la nature, ou alors les saisons. Puis il y a l'apparition du problème et le chapitre s'est fini par la résolution du dit problème. La famille rencontre beaucoup de problèmes. Il y a les loups, l'incendie dans la cheminée, l'incendie dans la prairie, la maladie. Beaucoup de travail réduit à néant. Par exemple, il y a le potager dont ils ne profiteront pas, les fourrures volées, etc. Cependant, la famille ne se laisse jamais sombrer dans le désespoir, mais elle va de l'avant. Elle se rassure avec la présence du chien, avec la présence du père, de la carabine, des deux forts. La nature joue un grand rôle dans ce livre. Les petites filles font des découvertes et elles n'ont jamais l'air de s'en lasser. Charles y trouve tout le gibier qu'il veut. L'homme, puisqu'il est quasi seul, a besoin de savoir tout faire. Ainsi, Charles sait chasser, construire des maisons, construire un puits, voyager, faire de la fourrure, etc. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une histoire vue par une petite fille et écrite des décennies plus tard. Ainsi, certains éléments peuvent paraître étranges. Nous avons des enfants très sages. Nous avons des parents qui semblent s'entendre toujours bien. Nous avons des parents qui tiennent bon même face à l'adversité. En gros, nous avons une famille parfaite, mais la perfection n'est pas de ce monde. Cela dit, Laura a pu ne pas être au courant de tout car les parents les envoient souvent se coucher lorsqu'ils ont besoin apparemment de parler de sujets dérangeants pour des petites filles. Le récit donne l'impression que la famille ne manque de rien. Or, la famille est pauvre, ne possède pas grand-chose puisque le déménagement ne prend qu'une partie de la journée et leur maison est située à une 60aine de kilomètres de la ville la plus proche. Dans ce roman, bien plus que le dénuement matériel ou alimentaire, c'est l'absence d'un membre de la famille qui paraît être le plus difficile à surmonter. Tout le chariot fut très silencieux ce soir-là.
Jacques lui-même sentit qu'il se passait quelque chose d'anormal et il vint se coucher auprès de Laura quand celle-ci se glissa dans son lit. Il faisait désormais trop chaud pour conserver un feu allumé, mais papa et maman prirent place devant la cheminée et contemplèrent les cendres. Maman poussa un léger soupir et remarqua: « Voilà toute une année de passée, Charles. » Papa lui répondit sur un ton enjoué: « Mais qu'est-ce que c'est qu'une année? Nous avons tout le temps du monde devant nous.